Dans cette vidéo, je vais te parler des challenges 5 jours qui ont explosé dans l'infopreneuriat en 2025. Mais aujourd'hui, sur les chiffres, on voit un peu tout et son contraire en termes de chiffre d'affaires annoncé, en termes de profitabilité. Donc, dans cette vidéo, j'ai décidé de révéler les vrais KPIs de ce tunnel. Alors, comment j'ai eu accès à ces vrais KPIs? Alors, je m'appelle David Varol, je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle Nicoya. On est spécialisé sur les challenges et donc j'ai accompagné plusieurs infopreneurs à se lancer ou à scaler ce type de tunnel. J'ai audité une vingtaine de tunnels, que ce soit pour des prospects ou des personnes qui m'ont pris en consulting. Et via mon réseau, je connais plusieurs fondateurs d'agences sur différents sujets liés à l'infopreneuriat, ce qui me permet d'avoir des discussions en off où on va se partager les vrais chiffres et du coup avoir une idée de ce qui fonctionne pas, où est-ce qu'on en est sur le marché. Donc l'idée de la vidéo, c'est qu'on va regarder un petit peu chacune des étapes et moi je vais vous partager ce que j'ai vraiment constaté sur le terrain. On va démarrer avec le plus important, l'acquisition. C'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui sur le marché. Donc là, on va regarder 2 points, la partie emailing et la partie publicité. Sur l'emailing, moi ce que j'aime bien regarder, c'est le nombre d'inscrits qu'on va avoir sur le nombre de contacts actifs. Alors, contact actif, il y a plein de définitions. Certains vont regarder ceux qui ont interagi les 6 derniers mois, les 12 derniers mois. Moi, j'aime bien regarder les 12 derniers mois. Combien de contacts ont ouvert un email ou interagi quand on leur envoie des emails sur les 12 derniers mois. Ça, c'est sur la base sur laquelle on va envoyer. Et combien d'inscrits on va le chercher? Ça va être à peu près 2%. 2%, c'est pareil, c'est un benchmark. L'idée, c'est que vous pouvez peut-être être à 1,5, à 3. Ça rentre dans le benchmark. L'idée, c'est surtout si vous êtes très éloigné de ça, c'est qu'il y a des choses à améliorer. Donc concrètement, 2%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une base de 50 000 contacts actifs, vous pouvez chercher 1000 inscrits à peu près. Comment on peut faire pour augmenter un maximum le nombre d'inscrits via les emails? Il y a 2 sujets. On va dire qu'il y a la qualité du lead et la qualité du message que vous allez communiquer. Alors la qualité du lead, ça veut dire quoi? Ça va être, est-ce que c'est plutôt des bases récentes ou anciennes? Typiquement, si c'est des gens qui viennent via un lead magnet il y a 9 mois et qui ont eu 0 nurturing, versus si c'est des gens qui vous suivent sur les réseaux depuis longtemps, qui ont participé à un live récemment, etc. Tout ça, ça va impacter énormément leur capacité à s'inscrire. Le deuxième point, ça va être la qualité du message. Aujourd'hui, on est dans un contexte où les gens reçoivent énormément d'emails. Là-dessus, je vous apprends rien. Donc, ce qui va être super important, c'est que les gens comprennent à quel point cet événement, il est unique. Ils ont vu plein de challenges, plein de webinaires. Vous avez probablement déjà, vous, poussé d'autres événements que vous faites, des webinaires, d'autres contenus, etc., des vidéos YouTube, peu importe. Donc, le point clé, c'est tout simple, mais c'est pourquoi ces personnes-là ne doivent pas rater cet événement, pourquoi ils doivent absolument venir. Et vous devez vraiment réfléchir comme ça, c'est-à-dire réfléchissez de manière globale. Pourquoi les gens doivent s'inscrire à mon événement versus aller regarder des vidéos YouTube, versus aller consommer du contenu direct, etc. Fondamentalement, quels sont les points d'unicité sur l'événement que je vais créer? Qu'est-ce qu'il a d'unique? Par exemple, sur la Coupe du Monde, effectivement, c'est un exemple qui est particulier, mais qu'est-ce qui fait que les gens ne veulent pas rater le live d'une Coupe du Monde? Il y a des points clés, c'est vivre une expérience ensemble, etc., etc. Évidemment, on ne peut pas reproduire exactement la même chose, mais il faut essayer de raisonner comme ça, comme un concert, comme un événement, et c'est ça qui va venir énormément booster le taux d'inscrits. Deuxième point, c'est le CPL. Alors, le CPL, je vous apprends rien, il est très variable selon les niches. Moi, j'ai vu des tunnels avec des CPL à 6 euros, sur lesquels on a fait des ROS monstrueux, comme j'ai vu des CPL à 35 euros, voire certains qui sont même encore plus hauts, mais qui n'est pas forcément recommandé. En tout cas, dans le make money compétitif, on va dire, sur lequel il y a une compétition forte, les sujets un peu historiques, le CPL à 35 euros, ça devient un petit peu la norme sur le marché. Il y a 3 raisons qui expliquent ces coûts. Le premier, c'est Meta en tant que tel. Les CPM, ils ont augmenté de manière drastique depuis le début de l'année. Nous, on voit à peu près 20% d'augmentation du CPM entre janvier et le mois de juin en 2026, et c'est le cas pour tout le monde. J'ai même, en discutant avec d'autres acteurs, il y a des gens qui ont eu leur CPL qui a été carrément multiplié par 2 sur la période. Donc bon, là c'est quand même des outliners, donc des gens qui sortent du benchmark global, mais on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs en tout cas qui ont souffert sur l'évolution de Meta. Le deuxième point, pourquoi les CPL sont plus importants sur le challenge versus le webinaire? Le truc, c'est que le challenge, c'est un événement qui est plus long, qui est plus engageant, ce qui fait que ça va freiner quelques personnes. Comme ça va les freiner, le taux d'opt-in va baisser et donc mécaniquement, le CPL va augmenter. Et le troisième point, c'est le budget ads. Généralement, c'est des budgets plus importants puisqu'on veut rentabiliser un événement qui est assez important. Et puis, on va dépenser ce budget sur une petite période de temps. Donc, si par exemple, avant, on dépensait 50 000 euros par mois, là, on va plutôt les dépenser sur une dizaine de jours ou une semaine. Donc forcément, ça va mettre plus de pression et donc ça va augmenter le CPL. Donc les 2 KPIs à retenir ici, c'est 2% d'inscrits sur les contacts actifs des 12 derniers mois. Si vous êtes sur le make money un peu compétitif, le CPL il peut aller jusqu'à 35 euros. Ça va dépendre évidemment du budget de ce que vous dépensez, de votre brain, etc., etc. Là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Moi, mes recommandations, c'est garder en tête que les taux de conversion sont beaucoup plus importants sur un challenge que sur tous les autres tunnels.
Moi, personnellement, je préfère avoir un CPL à 35 euros sur un challenge qu'avoir un CPL à 20 euros sur une VSL. Parce que les taux de conversion n'ont rien à voir sur un challenge. Donc, il faut toujours garder ça en tête, c'est qu'on peut se permettre aussi des CPL plus importants sur un tunnel qui convertit plus. Et le deuxième point, c'est qu'il faut vraiment construire toute la structure derrière, la structure de prix, d'upsell, etc., pour avoir les bons economics, même dans un contexte où les CPL augmentent et vont continuer d'augmenter. Deuxième partie, la participation. Alors sur la participation, j'entends vraiment n'importe quoi sur le marché. C'est en partie la faute de certaines agences qui font des pubs, des statistiques, etc., en affichant des chiffres qui ne sont pas la réalité, tout simplement. Donc moi j'entends des 40%, des 50%. Alors il y a un premier point, c'est que aujourd'hui la stack outil, elle a évolué. Avant tout le monde utilisait Webinar Jam, il y a eu tellement de bugs que en gros les gros infopreneurs ont basculé avec StreamYard plus YouTube. Et donc la méthode de calcul est devenue un peu différente. Avant sur Webinar Jam, on pouvait savoir le nombre de personnes qui se connectaient dans la soirée. Et maintenant, sur YouTube, on va regarder ce qu'on appelle le pic de participants. Donc forcément, c'est pas les mêmes KPIs. Ça peut faire un écart de plus 50%. Le réel, le concret, ce qui se fait si on va chercher du trafic froid. Donc encore une fois, c'est important sur chacun des éléments de ne pas donner toutes les variables qui peuvent varier le sujet, mais évidemment, si vous avez 100% de trafic froid ou 100% de trafic chaud, les taux de participation vont varier. Moi, je reste plutôt dans une logique. 80% de trafic froid, 20% de trafic chaud, ce qui est à peu près la norme que je vois sur le marché. Dans ce cas-là, le taux de participation, on va viser entre 18 et 20%. 18 à 20% de personnes qui vont être connectées sur le pic de participation. Ensuite, ça c'est pour le jour 1. Ensuite, ce qu'il faut essayer de viser, c'est une rétention de 70% entre chacun des jours. Donc si j'ai 100 personnes qui viennent au jour 1, je veux qu'il y ait 70% qui viennent au jour 2, etc. etc. Il faut avoir en tête que la rétention, elle va être plus faible entre le jour 1 et le jour 2. C'est là où on a la plus grosse déperdition. Donc c'est normal dans votre courbe, quand vous allez faire vos stats, d'avoir peut-être un peu moins que 70 entre J1 et J2, et ensuite que mécaniquement, vous verrez, ça augmente. Parce que le premier jour, c'est le jour pivot où en fait, ceux qui sont intéressés vont décider de regarder potentiellement les 4 prochains jours, et puis ceux qui ne sont pas intéressés, ils arrêtent dès maintenant. Mais entre 2 et 3, globalement, ils ont envie d'aller jusqu'au bout. Troisième, c'est le nombre de rendez-vous. Moi, le KPI, ce que j'aime bien regarder, c'est le taux de rendez-vous sur inscrit. J'aime bien regarder ce type d'indicateur un peu macro, parce que ça va venir me donner une overview sur un peu la qualité des leads qu'on a ramené. Ça permet aussi, du coup, quelque part, d'avoir la participation qui est intégrée. Mais comme il y a beaucoup de vases communicants, c'est-à-dire que je peux avoir un taux de participation qui est beaucoup plus faible, mais en fait, si c'est que les gens qui sont chauds, qui sont connectés, c'est pas si grave que ça, vous voyez. Donc j'aime bien regarder ce type de KPIs. Les tunnels rentables que j'ai vus avec le taux de rendez-vous sur un skill le plus bas, c'est 8%. Ça veut pas dire que c'est ça qu'il faut viser. En réalité, il faut plutôt viser du 10-12%. Là, on va rentrer vraiment dans une zone de confort où il va y avoir une belle rentabilité a priori. Disons que le benchmark bas visé, c'est 10%. C'est un premier palier qui est intéressant. Attention quand même aux vases communicants. Pourquoi je dis ça? C'est parce que si on bourrine sur le CTA, on le survend, qu'on qu'on va leur apporter un max de valeur, etc., etc., on se retrouve avec énormément de rendez-vous. Mais bon, in fine, ça fait baisser le taux de closing. Il y a comme ça un petit peu des arbitrages à faire aussi selon la niche. Moi, je recommande pas de faire des CTA trop bourrins, notamment sur ce type de funnel, les challenges, parce qu'en fait, les gens vont venir voir plusieurs jours, ils vont vraiment avoir le temps d'être super convaincus. On a moins besoin de faire des CTA super pushy pour qu'ils réservent. On a besoin de faire des CTA et de mettre de la pression là-dessus, mais on a un peu moins besoin d'inventer des pseudo-audits ou des choses comme ça. Et un point qu'il faut avoir en tête, que je pense beaucoup d'infopreneurs oublient, c'est que après, ce sont les closers qui vont gérer tous ces rendez-vous. Et les closers, aujourd'hui, ils vont faire des arbitrages entre différents infopreneurs. Quand je vais chez infopreneur A, j'ai 80% des rendez-vous qui sont nuls, j'ai plein de rendez-vous qui sont annulés. Ça fait que sur une journée, en fait, j'arrive à collecter que X euros. Par contre, l'infopreneur B, peut-être il me fait, au lieu de faire 8 rendez-vous, il me fait 6 rendez-vous, mais moi, ça me permet de mieux m'organiser ma journée. J'ai que des rendez-vous qualifiés, des gens qui viennent, ça close, etc., etc. Donc, pensez aussi à ça, parce que votre attractivité pour les agences de closing ou pour les closers, c'est ce qui fait que vous allez pouvoir attirer les meilleurs talents, les fidéliser. Et c'est mécanique, hein, mais si on passe d'un taux de closing, je fais les chiffres simples, de 20% à allez, 24%, 20% de mieux, on gagne 4 points, c'est mécaniquement le business qui prend tout ce volume-là. Donc c'est important d'avoir ce point en tête. Et pour finir, la quatrième partie, le closing. Alors, là-dessus, pareil, je vois beaucoup passer de releases de publicité, il faut avoir un taux de closing à 30%, moi j'arrive à closer à 50, à 60%. Ok, ça peut exister, mais c'est pas des chiffres qui existent à scale sur du trafic froid. J'ai vu
2 personnes à avoir des taux de closing à plus de 25% sur des challenges, mais plutôt sur des challenges à 300, 400 000 euros, pas sur des challenges à 2 millions d'euros. Et ces 2 personnes, elles avaient un point commun, c'est qu'elles avaient des paniers moyens qui étaient, on va dire, plutôt faibles, vers les 3 000 euros. Alors, ça peut paraître élevé pour certains, mais dans le monde de la étiquette, maintenant, un panier moyen à 3 000 euros, c'est plutôt faible. Moi, la réalité que j'observe sur le marché, c'est que le taux de closing brut, moi, quand je parle de taux de closing, je parle du taux de closing brut. Et je vais vous expliquer ce que c'est. C'est-à-dire que je vais regarder tous les rendez-vous générés et je vais regarder le nombre de ventes. Je prends le nombre de ventes, je vais diviser par le nombre de rendez-vous générés. Sur ce rendez-vous généré, il va y avoir pas mal de choses à retirer. Mais moi, je ne vais pas les retirer pour pouvoir être ISO. Il va y avoir, du coup, sur ces rendez-vous, il va y avoir des doublons, il va y avoir des prospects qui annulent, et il va y avoir le closer qui va annuler certains rendez-vous. Le problème, c'est que il peut y avoir des gros écarts de stratégie, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des closers qui vont annuler énormément de rendez-vous, il peut y avoir des closers qui vont pas faire c'est pas vraiment du setting, mais reconfirmer les rendez-vous, donc du coup, on va avoir des personnes en face qui vont, des prospects qui vont annuler, et donc en fait, ça peut faire des vases communicants, ou ça peut fausser un peu les choses. Moi, j'aime bien regarder toujours des poches qui sont stables d'un écosystème à un autre pour pouvoir vraiment comparer. Donc quand moi je parle de taux de closing, je parle de taux de closing brut, on va dire. Et là, ce que j'observe sur le marché, c'est qu'on est entre 10 et 15%. Après, le taux de closing, donc c'est qu'une partie, puisqu'après il y a le sujet du panier moyen. C'est pour ça que moi j'aime bien regarder le cash par call. Le cash par call, c'est quoi? C'est je donne par exemple 10 rendez-vous à un closer et il me génère 10 000 euros de chiffre d'affaires. Ça veut dire que chaque appel qu'il a, il génère 1 000 euros. Donc ça, c'est à l'échelle d'un closer, mais ça peut être à l'échelle globale. Et en fait, ce qu'on peut voir sur le marché, c'est que par exemple, des cibles premium, des gens qui ont les moyens, qui ont des bonnes situations, ils vont tendance à avoir des taux de closing qui sont plus bas. Ils sont plus bas parce qu'ils ont moins de douleur. Ils n'ont pas d'urgence à changer leur situation. La vie, elle fonctionne bien. Ils veulent plus aller chercher des incréments. Donc ça a tendance à faire que les taux de closing sont plus bas. Par contre, c'est des gens qui ont les moyens. Donc quand ils vont se lancer dans un projet, les paniers moyens vont être beaucoup plus importants, ils vont prendre plus de one-to-one, etc., etc. A contrario, vraiment le pendant, c'est des cibles, on va dire, plus classiques, qui elles vont avoir des taux de closing qui vont être plus importants, par contre des paniers moyens plus faibles. Mais à la fin, on peut avoir exactement le même cash par call sur ces deux cibles-là. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est parce que des fois, j'entends des personnes me dire « Ah, moi j'ai taux de closing de 25%, ok, mais le panier moyen est 3 fois plus petit qu'un autre acteur qui a un taux de closing à 10%. » Donc in fine, on est quasiment à peu près à pareil. Ce qui compte, c'est le cash par call généré sur les rendez-vous. Un taux de closing est toujours dépendant d'un panier moyen, comme un coût par lead est toujours dépendant du budget ad qu'on va dépenser. Voilà, c'est fini pour cette vidéo sur les vrais KPI. J'espère que vous avez appris plein de choses. Je vais lancer une série avec plein de contenus comme ça, autour des challenges, des webinaires, du scaling via les ads. Donc, vous pouvez regarder autour de cette vidéo sur ma chaîne, vous abonner, vous verrez d'autres contenus. Et si vous avez envie de scaler très fort un challenge cette année, vous pouvez m'écrire sur Instagram, il y a le lien dans la description. Voilà, merci et à très vite.